Il y a aussi les rapports des experts en balistique. Les experts en balistique ont démontré que puisque dans le corps du président, il y a jusqu'à cette heure une balle qui est restée là dedans. Et selon le témoignage de M. Émile Motta, que l'assassin présumé aurait tué le président en tirant à bout portant à moins d'1 mètre, la distance qui séparait le présumé assassin du président. Une distance de moins d'1 mètre. Les experts en cardiologue, et moi je suis du domaine militaire, je sais aussi, et Joseph Kabila le sait très bien, que tirer à bout portant avec l'arme supposée être possédée par Rachidi, on ne peut pas tirer sur quelqu'un et l'arme est restée dans le corps à bout portant. La balle plutôt. La balle ne pouvait pas rester dans le corps si cette balle-là qui est restée dans le corps, si elle était tirée par les tireurs que décrit M. Émile Motta. C'est une situation étrange. Et nous avons toujours revendiqué qu'il y ait de bonnes enquêtes. Une commission d'enquête libre et indépendante sous les tortures. J'avais plaidé pour cette commission. J'ai m'adressé à Nono Lutula qui présidait l'une des commissions d'enquête. Je lui disais que s'il vous plaît, une commission tribale n'est pas celle qui peut enquêter sur la mort d'un chef de l'État. Constituer une commission libre et indépendante qui va mener des enquêtes crédibles afin de faire un procès juste et équitable. Ils n'ont pas voulu. Et puis aujourd'hui, ils donnent des versions juste pour cacher la vérité. Voilà donc, à part le fait que les experts cardiologues ont montré que le sang n'a pas coulé, ce qui n'est pas possible. Les experts en balistique ont démontré que les balles tirées n'ont pas seulement été tirées de gauche vers la droite. Il y a eu aussi des balles, une ou deux, tirées de la droite vers la gauche, selon les rapports, ceux qui ont vu le corps du président. Or, Émile Motta n'a parlé que du tireur qui aurait tiré à partir de la gauche du président. Les experts en balistique ont démontré qu'il y a eu aussi des balles tirées de tous les deux côtés. Des tirs croisés. Alors, les contradictions de M. Émile Motta sont révèlent que quelque chose a commencé à être caché à partir du lieu du crime. Ce qui est beaucoup plus étonnant encore, ils disent que l'assassin présumé c'est Rachidi. Mais Rachidi, où est son arme? Une question. Cette arme-là, c'est un élément sine qua non aux enquêtes. Je me rappelle que durant les procès, cette question n'avait pas trouvé de réponse. Qui a caché l'arme du crime? La disparition de cette arme du crime est directement liée aux contradictions de M. Émile Motta. La disparition de cette arme est aussi liée à la mort qu'ils ont donnée à celui qu'ils appellent l'assassin. Ils appellent cet homme l'assassin. Ils n'ont même jamais donné le nom de cet homme jusqu'à cette heure. Ils ont toujours dit Rachidi Kasereka, ce qui est faux. Celui-là, c'est mon collègue, nous savons tous ses noms. Jusqu'à cette heure, M. Joseph Kabila n'a jamais donné le nom, le vrai nom de celui qu'ils appellent l'assassin. Moi, j'attends à ce qu'ils disent d'abord le nom de cet homme, que les Congolais, ils ont droit à l'information, qu'ils sachent qui est cet homme. Dire que c'est Rachid Kasereka, c'est déjà de la tricherie, ce n'est pas ce nom. Moi, ce Congolais même dit dans son livre, c'est faux, c'est une façon de donner toujours ce qui est modifié, toujours ce qui est mauvais, ce qui est faux. Donc voilà un peu, lorsqu'on parle de faits liés à cet assassinat-là, on ignore, M. Arnaud Zeitman devrait partir par les faits réels liés à cet assassinat. Son rapport n'a pas de forme, c'est des conclusions sans fond. C'est des conclusions liées sur la forme, sur les sentiments, sur les analyses, sur les imaginations, les déductions, effectivement. Comme il fait en arrondissant 36 jours en moins de 24 heures. C'est exactement ce que Moïse Congolo, ce que Joseph Kabila, ce que l'équipe qui était au pouvoir en ce moment-là et qui continue à être
au pouvoir jusqu'à cette heure. Ça, c'est ce qu'ils ont fait pour essayer de détourner ce qui est vrai en faveur de ce qui est faux. Le flou qui règne dans ces dossiers, les contradictions, la confusion a été inventée. Lorsqu'il parle de monsieur Georges Mirindi comme complice présumé de l'assassin, ça c'est une façon de cacher exactement ce qu'ils savent. Ils savent, mais ils ne veulent pas. Ce qui fait que vite, ils ont non seulement biaisé les enquêtes, mais aussi politisé les procès, incriminant injustement des pauvres Kivussiens qui n'ont pas qui les défendre. C'est ça exactement ce qui fait que nous avons toujours revendiqué, nous avons toujours exigé qu'il y ait un procès pour cette affaire, pour que les vrais coupables soient connus, qu'on libère les innocents. Et aussi une autre chose qu'on ne doit pas ignorer, le procès a été un moment pour les malins à mélanger les choses. C'est-à-dire, ils ont ces crimes, l'assassinat du président, c'est un crime qui est entouré de beaucoup de crimes. Alors, ils ont pris les criminels, ils ont mis dans les dossiers, ils ont condamné avec des innocents originaires du Kivu ou des innocents qui travaillent dans les bureaux du colonel Edi Kapend, comme par exemple le colonel Gordon Dalabo Kunda, juste puisqu'il était dans les bureaux du colonel Edi Kapend, il mérite aussi d'être condamné tellement il fallait allonger la liste pour bien cacher la vérité. Il y a des pauvres Kivussiens qui ont été arrêtés, par exemple de Brazzaville, acheminés à Kinshasa par Moïse Kongolo qui était à l'époque le ministre de la Justice. Tout ça, ils savaient que ces gens qu'ils étaient en train d'arrêter inutilement et gratuitement étaient des innocents. Moïse Kongolo le savait très bien lorsqu'il partait négocier avec les gouvernements de l'autre côté du fleuve les transferts de ces pauvres qui avaient fui plusieurs mois, 2 ou 3 peut-être bien avant la mort du président. Moïse Kongolo, ministre de la Justice, qui savait aussi qu'ils étaient des innocents, à part la centaine qu'ils ont ramassée par-ci par-là à Kinshasa, ils ont ajouté d'autres qui étaient déjà au HCR à Brazza, juste pour distraire l'opinion, pour qu'on ne dise pas qui a fait quoi. Et aujourd'hui, on dit Georges Mirindi est le complice de celui qui a tué le président dans un plan de fuite qu'ils ont imaginé. Le témoignage du major Mouchipai, qui était un commandant bataillon au GSSP. Mouchipai qui disait au procès être entré exactement au lieu du double crime. Il a rencontré les cadavres de celui qu'ils appellent assassin. Mouchipai affirmait que lui il avait vu le corps de celui qu'ils appellent assassin, l'arme de cet assassin dans sa gaine et autour du cadavre, à sa ceinture, là où l'arme doit exactement se retrouver. On peut se poser la question de savoir, quelqu'un qui vient de tuer le chef de l'État, qui a un plan de fuite entre parenthèses, mais qui laisse un témoin, si réellement cet homme-là avait un plan de fuite, après avoir tué le chef de l'État, comment peut-il avoir un plan de fuite et puis il laisse un témoin, lui qui a besoin du secret? Quel secret pouvait-il garder alors qu'il venait de laisser un témoin qu'il a vu? Comment peut-on imaginer quelqu'un en train de fuir dans ce qu'ils appellent plan de fuite? Il raconte un obstacle, un certain Chiribagoula. Il n'ose même pas tirer sur Chiribagoula. Il n'ose pas tirer sur Chiribagoula. Il ne tire pas sur lui. Pourtant, il a un plan de fuite bien préparé selon eux. Bien plus, il y a Chiribagoula qui a défendu. Il a dit à Edi Kapend, s'il vous plaît, ne le tuez pas, il doit parler. Il doit parler, c'est un conseil sage. Mais en tuant celui qu'ils appellent l'assassin, ils ont tué la vérité, ils ont voulu tuer, ils ont tué cet homme pour protéger quelque chose. Et ce quelque chose-là sera un jour connu lorsqu'il y aura une commission d'enquête libre et indépendante
lorsque il y aura une commission d'enquête qui se basera sur les faits, pas sur les sentiments, pas sur les tribalismes, pas sur pas sur les règlements de compte où on veut par exemple noyer X, alors il faut l'accuser de rage. Non, lorsqu'il y aura une commission d'enquête qui se basera sur les faits, par exemple, la veille de la mort du président, mais il y a eu des armements de toute la ville de Kinshasa. Le camp Kokolo, tous les militaires, le camp Tchatch, tous les militaires, sauf quelques unités, tous les militaires ont été désarmés la veille. Ça, ce n'est pas un élément isolé, c'est lié directement en prévision des événements qui allaient suivre, puisque les généraux qui désarmaient les militaires disaient très bien: je donne l'ordre de désarmer les militaires pour contrer toute agitation des troupes. Alors, si nous avons des oreilles pour comprendre, nous comprendrons un jour. Sinon, je crois moi qu'il y a le temps de dire la vérité.